Bienvenue dans la deuxième étape de notre voyage avec M. Mokhtar Baldé. C'est l'étape la plus difficile. On va suivre. M. Baldé, rebonsoir. Rebonsoir, M. Baldé. Bien, de l'Équateur, on s'est arrêté en Équateur. De l'Équateur, vous êtes parti où? De l'Équateur, on est parti en Colombie. Bien. Et je peux dire que c'est l'étape la plus difficile et la plus dure de toute l'aventure, pour ainsi dire. Parce que de l'Équateur, on est arrivé en Colombie. Maintenant, on s'est rendu à l'immigration, et là où on appelle Pasto. Ça, c'est la première ville qui se situe après l'Équateur. Donc, à Pasto, c'est là où on était censé avoir nos documents pour pouvoir passer. Dans la Colombie? Dans la Colombie, oui, pour pouvoir traverser maintenant la Colombie, aller de l'autre côté. Donc, on a passé 2 jours. On a récupéré les documents à l'immigration et on a emprunté le bus pour partir là où on appelle Turbo. À Turbo, c'est la dernière ville avant la forêt. Donc, arrivé à Turbo, c'est là où on devait maintenant se préparer, parce que c'est à Turbo qu'on se prépare conséquemment. C'est là où on doit s'approvisionner en matière de nourriture, ce qu'on devait emporter, et maintenant se préparer conséquemment, acheter des bottes, des torches, tout ce qui paraît être utile pour la traversée en fait. Donc, on est resté un jour, le deuxième jour, puisque c'est les militaires qui encadrent le voyage en barque depuis Turbo jusqu'à la rentrée de Capurganá. Capurganá, c'est la rentrée de la forêt. Ça, vous empruntez d'abord, vous traversez une mer? Une mer, oui. Ok. Donc, mais cette traversée, elle est encadrée par les militaires. On vient après, moyennant les documents que vous avez déjà pris au niveau de l'immigration. Maintenant, vous achetez les tickets. À partir de là, on vous fait porter des gilets. Donc, vous vous embarquez et puis traversez la mer pour aller se retrouver là où on appelle Capurganá. Arrivé à Capurganá, on descend. Là, il y a les passeurs qui attendent. Clandestins? Des passeurs, oui. Clandestins parce qu'il n'y a pas de frontière, pour ainsi dire, terrestre où il faut emprunter les véhicules pour passer. Il faut soit passer par la mer complètement contournée pour se retrouver à Panama, ou traverser par la forêt. Complètement traverser la forêt pour se retrouver à Panama. Et traverser complètement la mer, c'était encore beaucoup plus risqué parce qu'il y a les risques que les autorités portuaires vous pourchassent et puis il y a les bandits qui vous pourchassent et tout ça. Donc il y a des passeurs qui marchandent et à partir de là, on commence à marchander et on tombe d'accord par rapport à la traversée. Et donc, c'est là où ça commence à être pénible. Parce qu'il faut traverser des montagnes et des montagnes. Et c'est un endroit où presque tout le temps il pleut. Et vous êtes dans la forêt? Oui, c'est maintenant, on a quitté la ville de Capurganá, on a commencé à suivre maintenant les montagnes, la forêt et tout ça. C'est une forêt dense qui est très longue. C'est la forêt amazonienne, non? Oui, bon, oui. C'est l'Amazonie? C'est l'Amazonie, c'est très loin et c'est très risqué. Le risque, d'abord, il y a la fatigue. Vous savez, à Capurganá, comment on appelle ça, à Turbo, vous avez acheté des trucs, donc pour tout le monde, vous pouvez porter et puis vous pouvez supporter, vous êtes encore frais. Mais arrivé sur le terrain, vous trouvez tout le contraire. Parce que vous commencez à marcher des heures et des heures, un jour, 2 jours, tout ce que vous avez porté devient lourd. Donc vous commencez à vous débarrasser de certains habits, de certaines nourritures,
Tout ce qui n'est pas indispensable, immédiatement, vous vous en débarrassez. Parce qu'il faut pousser, il faut aller rapidement pour qu'au moins dans 3 jours, 4 jours, vous puissiez atteindre le Panama. Donc, il faut faire vite. Et dans cette forêt-là, on parle souvent des FARC. Est-ce que vous n'avez pas rencontré par hasard ces forces-là? Non, par chance, nous, on n'a pas pu rencontrer ces gens-là, mais il y a eu des gens qui ont eu la malchance de tomber sur des bandits armés qui ont tiré d'ailleurs sur certains qui meurent parce qu'on vous oblige à sortir tout ce que vous avez et vous les donnez. Si vous ne les donnez pas, ils tirent sur vous. Est-ce que vous avez vu des gens mourir, vous? Des gens mourir, moi directement, je ne l'ai pas vu, mais une fois dans la forêt, vous avez toutes les traces qui vous montrent que les gens sont morts parce que vous allez trouver des corps complètement en putréfaction. Non, complètement décomposés. Oui. Ce sont les os qui sont là, les os, et vous voyez que c'est parce que quand quelqu'un meurt, on n'a pas le temps de l'ensevelir, de l'enterrer, non. Donc on le pousse un peu juste pour le mettre à l'abri, l'enlever sur la route et le mettre quelque part où les animaux maintenant s'en servent du reste. Donc vous allez trouver des os et tout ça. Et tout le long de ces montagnes, vous trouverez des gens qui sont morts parce qu'il y en a qui tombent de là-haut, qui ont les pieds cassés ou parfois c'est la tête qui se cogne, donc ils meurent. Et parfois des gens qui sont gravement blessés, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens physiques pour supporter les gens, donc ils meurent. Et malheureusement, il y a aussi parfois des animaux, des insectes qui sont très venimeux, qui piquent les gens et qui meurent. Et les serpents? Il y a toutes sortes, je vous dis, il y a des gorilles, des grands gorilles, c'est la voix que vous entendez. Donc, si bien que ce n'est pas facile. Donc, marcher 2 jours, 3 jours déjà, vous êtes complètement fatigué, vous êtes complètement dévasé complètement. Donc, vous vous retrouvez. Oui. Des fois, c'est les chemises, non, vous enlevez, vous mettez ça quelque part. Les femmes ont marché jusqu'à ce que les soutiens-gorge sont devenus lourds. Elles enlèvent, elles s'attachent ou elles laissent tomber. Vous marchez jusqu'à ce que parfois, les gens marchent jusqu'à ce que le slip devienne lourd, vous enlevez. Parce qu'à force de marcher avec les slips, parce que tout le temps vous êtes mouillé et tout ça, donc vous risquez les jambes, le fait que les jambes se touchent, le fait que vos cuisses, les cuisses se touchent, oui. Ça vous donne des malaises au niveau de tout. Donc vous êtes obligé d'enlever ça carrément pour pouvoir marcher librement et sans problème. Dans votre groupe de 10, quand vous étiez en Équateur, parmi les Guinéens là, est-ce que tous étaient encore dans votre groupe? Oui, tous étaient dans notre groupe, sauf que là, on était devenus beaucoup plus nombreux qu'avant. Parce que comme je vous le dis, plus vous avancez, plus vous avez la chance de rencontrer d'autres personnes. Donc quand on est arrivé à Turbo, la dernière ville avant les montagnes, c'est là où on a rencontré encore beaucoup de gens qui étaient prêts pour le voyage. Il y avait des Érythréens, il y avait des gens qui venaient de Népal, il y avait des gens qui venaient de l'Inde, il y avait des Haïtiens, il y avait toutes sortes de nationalités confondues, des Camerounais, dont plus nous Guinéens. Donc on a tous suivi le chemin ensemble. Et finalement, comment vous avez terminé avec la forêt de la Colombie? Donc là, au finish, à la frontière, certainement de la Colombie avec le Panama? Oui, voilà. Donc finalement, on est arrivé à des camps. Il y a des petits camps installés au niveau des forêts. Donc, mais quand nous on est arrivé, les camps étaient réduits seulement à un seul. Arrivé à ce camp-là, c'était là où tout le monde était soulagé. Donc c'était un camp géré par les militaires. Donc on y a passé la nuit et on a payé un certain montant. Donc ils nous ont mis dans les barques également pour nous amener dans le grand camp de Panama. Et je vais revenir sur vous. Vous êtes Mouktar Baldé, vous êtes gros, vous êtes massif, c'est vrai. Et vous,
dites-moi, comment vous avez pu résister à tout cela, 3 jours de marche, vous êtes un peu... comment ça s'est passé? Oh, M. Baldé, c'est pas facile. Mais vous savez, c'est une chose, c'est un voyage de non-retour. Une fois vous êtes dedans, vous êtes obligé de passer. Il n'y a que ça, M. Baldé. Sinon, si je savais réellement ce qui m'attendait, je n'aurais jamais emprunté ce chemin. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je regrette d'avoir emprunté ce chemin? À tout moment, je me suis dit que j'ai regretté parce que c'était après le 28 septembre 2009, avec ces massacres, c'est la seule fois où je me suis vu face à la mort. Je me suis vu face à la mort parce que vous avez l'impression que oui, cette fois-ci c'est la bonne, mais la prochaine sera fatale. Parce que à chaque fois que vous avancez, à chaque fois que j'avançais, je me disais quelque part que oui, c'était le moment peut-être que je vais partir. Des fois, c'est l'eau emprunte des gens. Des fois, pour traverser, vous êtes obligé de vous tenir la main. 15, 20 personnes, comme ça, vous vous prenez la main. Et si, entre-temps, il y a un seul qui laisse, c'est fini, lui, il s'en va. Bien. Donc, l'eau emporte les gens. Des fois, c'est les blessures qui emportent. C'est les gens qui tombent, qui se cognent, qui meurent. Donc, à chaque fois, on se retrouve face à cette mort de manière directe. De la Colombie, nous sommes au Panama. Comment ça s'est passé au Panama? Donc, arrivé au dernier camp de Panama, c'est là où on vous fait examiner. Et finalement, vous payez le transport pour qu'on vous envoie à la frontière de Costa Rica. Et là, donc, au Panama, aucun problème? Au Panama, aucun problème parce que vous ne rentrez même pas dans la ville de Panama. Depuis la rentrée, vous êtes dans le bus. C'est là où on va, les militaires vont vous cortéger jusqu'au moment où vous allez arriver à Costa Rica. À la frontière de Costa Rica, c'est là où on va vous laisser. Et vous arrivez à la frontière, maintenant, comment vous êtes entré au Costa Rica? Arrivé à la frontière de Costa Rica, c'était la nuit. Et le lendemain matin, on nous a mis à la disposition de l'immigration de Costa Rica. Et à partir de là, on a commencé les formalités pour avoir les documents de l'immigration pouvant nous permettre de traverser le Costa Rica. Donc, on y a passé un jour. Le deuxième jour, on a reçu les documents. Le troisième jour, on a bougé de Costa Rica pour aller à la dernière ville qu'on appelle La Cruz. Ça, c'est la dernière ville qui se situe entre la frontière de Costa Rica au Nicaragua. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter à cette étape-là aujourd'hui, une étape très difficile. Je rappelle que M. Mouktar Baldé, il est marié, il a des enfants. Est-ce que pendant cette traversée, surtout en Colombie, est-ce que vous pensiez à votre mère qui est au village, à votre père qui est au village, à vos enfants qui sont dans la capitale guinéenne Conakry? Qu'est-ce qui vous arrivait dans la tête en ce moment-là? En ce moment, M. Baldé, beaucoup de choses ont traversé ma tête. Et parmi lesquels le gros risque de ne plus revoir mes enfants, ma famille, mes parents, mes amis, et tout ça parce que je commençais à sentir la mort proche, donc je pensais beaucoup plus à la mort qu'à la vie, et je pensais à mes enfants, et est-ce que Dieu allait me permettre un jour de nouveau, si Dieu allait me donner encore la chance de revoir mes enfants, les embrasser, c'était ça encore dans ma tête et c'était très très pénible. Parce qu'en fait, c'est ce qui me redonnait un peu le courage. Prier Dieu, prier Dieu, c'était la seule force de tout le monde. Une fois que vous êtes là-dedans, ce sont les prières qui vont vraiment vous remonter un peu le moral. Et vous sauver. Oui, et vous sauver. Merci donc, c'était M. Mouktar Baldé dans la deuxième étape. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière étape, une étape qui va mener donc Mouktar Baldé et toute son équipe à la frontière de la Californie
en passant bien sûr par d'autres pays, et je vais revoir ça, par le Nicaragua, je crois. Le Nicaragua, le Honduras, le Mexique. Et qui va vous mener le Guatemala d'abord, le Guatemala, ensuite le Mexique. Très bien. Jusqu'à la frontière avec la Californie. Avec Californie, oui. Une autre étape. On reviendra sur la troisième étape la semaine prochaine. Merci. C'est la fin donc de cette émission de ce soir. Merci à vous. Je vous reprends très prochainement, si Dieu le veut bien. Bonne suite du programme.